Quand tu penses à un volcan, quelle est la première chose qui te vient à l'esprit? Des torrents de lave rouge et chaude qui se déversent sur un immense monticule? De sombres nuages de cendres qui s'élèvent dans le ciel? Peut-être penses-tu à une source d'eau chaude pour te relaxer? Ah, c'est bien. Nous imaginons tous une chose commune, une montagne en forme de cône qui se profile à l'horizon. Mais elle peut être aussi verte et luxuriante que n'importe quelle autre montagne. Au sommet, bien sûr, il y a un trou géant, c'est comme une ouverture qui descend vers le bas. À l'intérieur, il y a de la lave et des gaz qui vrombissent vers l'extérieur. La lave est tellement chaude que si tu te tenais au sommet du volcan et regardais en bas, ton visage serait aussi rouge que cette roche liquide qui coule. Une éruption volcanique n'est jamais sans conséquences pour nous, et je ne parle pas seulement des gens qui vivent à proximité. Les impacts se font généralement sentir à l'échelle mondiale aussi. Les avions ne peuvent pas voler pendant un certain temps à cause de la couche de cendres qui se dégage dans l'air. Sans compter qu'il est peut-être carrément un peu difficile de respirer. Il y a du dioxyde de carbone, du dioxyde de soufre et bien d'autres gaz toxiques dont les noms te ramènent immédiatement à ton cours de chimie au lycée. C'est drôle, mais en fait, la plupart des nuages qui sortent d'un volcan sont juste de l'eau, sous forme de vapeur bien sûr, vu les températures hallucinantes. Mais avant qu'un volcan n'entre en éruption, il passe par différentes étapes, comme un adolescent angoissé. D'abord, le magma, c'est-à-dire la lave avant qu'elle n'entre en éruption à la surface et change de nom, commence à se déplacer sous le volcan. Cela provoque des tremblements de terre qui s'aggravent et deviennent plus dangereux avec le temps. Ensuite, de la vapeur et différents gaz commencent à jaillir des trous présents dans la croûte terrestre. Notre Terre ressemble alors à une bouilloire à thé sur le point de siffler. Lorsque les émissions de gaz et les tremblements de terre deviennent plus importants, cela signifie généralement que le volcan est sur le point d'exploser. Mais ces premières étapes peuvent prendre des années avant qu'une éruption n'arrive vraiment. Ensuite, le magma commence à s'accumuler. Avec toujours plus de pression, il commence à préparer sa grande évasion. Il est difficile de s'en apercevoir si l'on ne dispose pas du matériel adéquat. C'est le travail des scientifiques et heureusement, ils nous protègent. Le volcan devient donc de plus en plus actif. Les cendres commencent à sortir et à se répandre dans l'air, créant ainsi des nuages de mauvais augure qui vont transformer le jour en nuit. Avec l'accumulation de magma, l'éruption devient imminente. Alors, boum! La surface cède sous la pression qui s'exerce en dessous. Le magma fait sa grande sortie. C'est maintenant de la lave qui jaillit du sommet et qui s'écoule sur les flancs de la montagne. Rien de tout cela n'est super plaisant, n'est-ce pas? Et si cela ne s'était jamais produit? Et s'il n'y avait jamais eu de volcan du tout? La Terre serait-elle toujours la même? Pas du tout. Si les volcans n'avaient jamais existé, il n'y aurait pas d'atmosphère. Quand notre planète n'était encore qu'un bébé, ce sont les gaz volcaniques qui ont créé la bulle protectrice qui nous permet, à toi et à moi, de respirer aujourd'hui. Ils ont également joué un grand rôle dans le façonnement de la Terre et des océans. Il y a 4 milliards d'années, la Terre était encore en formation. Elle ne ressemblait en rien au globe bleu que nous connaissons aujourd'hui. Il était rouge et chaud, et l'eau était emprisonnée sous la croûte. Ce n'est que lorsque la surface a commencé à se refroidir et à se solidifier que l'eau a finalement pu s'échapper. Les volcans ont agi comme une sorte de fissure dans le tissu de notre planète. La vapeur d'eau s'est condensée dans l'atmosphère et est retombée sous forme de pluie. Il a plu pendant si longtemps que la 3e planète en provenance du Soleil a commencé à se transformer en la boule bleue que nous connaissons désormais. En fait, il existe même une théorie selon laquelle toute l'eau sur Terre provient de volcans. Et sans eau, bien sûr, la vie n'aurait pas pu se former. La formation des terres est passée par un processus similaire. Tu vois, notre planète était un endroit assez rude au moment de sa création. C'était une surface en fusion avec des champs de lave, des éruptions volcaniques constantes et des roches spatiales qui l'impactaient constamment. Tout cela car il n'y avait pas d'atmosphère pour la protéger. Quand elle a commencé à se refroidir, une bonne et solide surface s'est formée. Mais la matière chaude en dessous était encore en ébullition et elle continuait à monter. La croûte se déplaçait et formait d'épaisses couches avec le matériau qui montait. Avec le temps, ces couches sont devenues permanentes. Les éruptions volcaniques se poursuivaient, mais la première masse terrestre s'était enfin formée. Ok, nous allons parler de la meilleure partie des volcans, l'atmosphère. Et s'il cessait d'entrer en éruption maintenant que nous avons obtenu notre cher bouclier protecteur qui nous permet de respirer? Oh non, ne parle pas de malheur. Pour commencer, les volcans créent les sols les plus fertiles. Autour de Naples, tu as le célèbre mont Vésuve. La qualité du sol est incroyablement riche ici, et cela grâce à 2 énormes éruptions volcaniques. L'une s'est produite il y a 35 000 ans et l'autre il y a 12 000 ans. Bien sûr, ces volcans ont causé beaucoup de dégâts sur le moment.
mais à long terme, ils ont permis de fertiliser les sols. Aujourd'hui, dans cette région, on cultive toutes sortes d'agrumes, d'olives, de raisins, de cerises et bien sûr, l'aliment de base des Italiens, la tomate. Il n'y aurait rien de tout cela sans la richesse du sol volcanique, et Naples n'est pas le seul exemple de ce genre. Les bactéries, les premiers organismes vivants, vivaient dans l'eau chaude. Les scientifiques ont découvert des micro-organismes fossilisés datant de plus de 4 milliards d'années. Elles ont prospéré dans les cheminées hydrothermales. Ce sont des fissures dans le fond marin, et elles se trouvent généralement près des endroits volcaniques qui sont actifs. Cela signifie que sans les volcans, nous n'aurions ni terre ni eau et que les premières formes de vie n'auraient sans doute pas pu apparaître pour évoluer jusqu'aux créatures que nous connaissons aujourd'hui. La vie aurait-elle pu se développer sur Terre sans ces montagnes explosives ? J'en doute. Ok, c'est noté, nous leur devons donc notre atmosphère et la vie. Alors disons que les volcans ont cessé d'entrer en éruption de nos jours. On a déjà tiré tous nos avantages des volcans. Ok, parfait. Mais tout de même, revenons en arrière pour comprendre ce qui s'est passé il y a si longtemps. Au début, il n'y avait qu'un seul continent, la Pangée. C'était un supercontinent entouré d'un seul et unique superocéan. L'activité volcanique s'était finalement calmée, et cela voulait dire que toute l'énergie allait s'accumuler sous la croûte terrestre. Voici un petit schéma. Tout d'abord, nous avons le noyau intérieur de la Terre. Ensuite, il y a le noyau externe. Ensuite, nous avons des courants de convection. Le magma vient après. Ensuite, la croûte océanique. Et tout en haut, nous avons notre océan et notre croûte continentale. La raison pour laquelle la Pangée s'est finalement séparée en deux continents distincts est due à la tectonique des plaques. Ce n'est pas comme si la croûte était en un seul morceau. Elle est divisée en gros morceaux ou plaques qui sont toujours en mouvement. Et tout cela est encore en mouvement aujourd'hui. Oui, la Terre sur laquelle tu te trouves en ce moment même surfe en quelque sorte sur cette couche de courant de convection. C'est un processus lent, donc ce n'est pas comme si tu pouvais le sentir. La Pangée ne s'est pas désintégrée d'un seul coup, il a fallu des dizaines de millions d'années. Lorsque les plaques se déplacent, elles provoquent des tremblements de terre et une activité volcanique. Elles créent aussi des montagnes. C'est bénéfique pour notre planète aussi, car la Terre peut ainsi en quelque sorte renouveler sa vieille croûte. S'il n'y avait pas d'activité volcanique de nos jours, la pression sous la croûte terrestre continuerait de s'accumuler. Cette pression atteindrait un point d'ébullition que les continents ne pourraient plus supporter. Et avec le temps, ils commenceraient à se diviser en masses plus nombreuses et plus petites. Les volcans nous sont donc encore utiles de nos jours. D'une part, ils refroidissent notre atmosphère. Leur éruption libère du gaz sulfureux. Celui-ci se combine avec l'eau de notre atmosphère et la refroidit à son niveau le plus bas. C'est là que nous vivons et respirons. La chaleur qu'ils dégagent est également très utile. Les centrales géothermiques exploitent l'énergie provenant des profondeurs de la Terre et transforment cette chaleur en vapeur. Nous utilisons ensuite cette vapeur et la transformons en électricité. C'est notamment le cas pour nos amis de la Nouvelle-Zélande et de l'Islande, car ils vivent dans des endroits où les températures souterraines sont très élevées. Les matériaux volcaniques peuvent aussi être transformés en blocs pour la construction. On peut les broyer pour en faire du ciment. Si on veut, on peut même chercher dans les volcans des minéraux précieux comme l'or, le cuivre et le soufre. Et qui pourrait oublier les sources d'eau chaude ? Le tourisme dans des endroits comme Yellowstone et l'Islande ne seraient même pas les mêmes sans elles. Et qui n'a jamais rêvé de faire trempette dans ces incroyables baignoires naturelles délicieusement chaudes ? Tu as donc compris que les volcans ne sont pas si mauvais après tout. Sans eux, notre belle Terre ne serait pas ce qu'elle est. Alors, tu remarques quelque chose de bizarre ? Récemment, il y a eu des changements alarmants dans les niveaux d'eau de différentes parties du lac Yellowstone. En même temps, le niveau de l'eau peut monter d'un côté du lac et baisser de l'autre. Oh ! On dirait que le bassin du lac est soulevé par des forces souterraines. Cela peut-il être le signe d'une catastrophe imminente ? Geysers, mares de boue et sources chaudes transforment le parc national de Yellowstone en un monde extraterrestre. Et toutes ces merveilles sont alimentées par un puissant supervolcan. Les supervolcans produisent des super-éruptions. Lorsque cela se produit, ils projettent dans l'air plus de 1000 km3 de cendres, de roches en fusion et de gaz chaud. Pour mieux l'imaginer, 4 super-éruptions pourraient remplir le Grand Canyon à ras-bord. On pense que le géant de Yellowstone est responsable d'au moins 3 énormes éruptions et d'innombrables autres plus petites. Dans cette région, les dépôts volcaniques sont dispersés sur des dizaines de milliers de kilomètres. Les scientifiques pensaient qu'ils avaient été créés par de nombreuses éruptions de faible intensité. Mais après avoir approfondi leurs recherches, les experts ont découvert que ces dépôts avaient été laissés par 2 super-éruptions inconnues jusqu'alors.
Celles-ci ont probablement eu lieu il y a environ 8,7 à 9 millions d'années. Cette découverte signifie que la zone entourant le volcan de Yellowstone était confrontée à une super éruption tous les demi-millions d'années. Mais au cours des 3 derniers millions d'années, le point chaud n'a connu que 2 super éruptions. Cela laisse croire aux scientifiques que ces événements catastrophiques ralentissent. Ou peut-être que l'un d'entre eux est en retard. Quoi qu'il en soit, si le supervolcan de Yellowstone explosait avec autant de puissance qu'il y a 2,1 millions d'années, il cracherait plus de 2450 km3 de lave en fusion. C'est plus de 4500 fois le volume de la baie de Sydney. Cela fait beaucoup de lave. Que cela se produise ou non est une autre question. Il ne fait aucun doute qu'il se passe quelque chose avec ce volcan. Les changements de niveau d'eau dans le lac Yellowstone signifient que la caldeira se soulève sous la surface. Et la caldeira est ce qu'il reste après l'éruption et l'effondrement d'un volcan. La caldeira de Yellowstone ne se contente pas de monter, créant une élévation en forme de dôme. Elle se déplace également de haut en bas dans une sorte de mouvement de respiration. C'est peut-être parce que le magma s'infiltre dans la croûte ou parce que ce magma réchauffe le système hydrothermal de Yellowstone, le faisant se dilater et soulever la croûte. Yellowstone a le statut de volcan actif. Son indice d'explosivité volcanique est de 8 sur 10. Un chiffre aussi élevé signifie que si ce volcan entrait en éruption, ce serait un événement apocalyptique. Juste avant la catastrophe, le sol autour du parc national se soulèverait. Les bassins géothermiques et les geysers atteindraient des températures bouillantes et deviendraient plus acides que d'habitude. Le magma commencerait à monter vers la surface. À un moment donné, le toit rocheux de la chambre magmatique ne pourrait plus résister et l'explosion se produirait. Une colonne massive de lave et de cendres s'élèverait à une hauteur de plus de 26 km. Après cela, le volcan continuerait de pomper des cendres pendant des jours. Le mélange de lave, de cendres et de gaz excéderait les 1000 degrés Celsius. Il se déplacerait à travers la région à une vitesse de 483 km/h, plus vite qu'une voiture de course. L'air près du centre de l'éruption s'échaufferait alors jusqu'à 300 degrés Celsius. L'une des conséquences les plus dangereuses serait les retombées de cendres. Les cendres volcaniques peuvent se transformer en ciment vitreux seulement quelques secondes après avoir été inhalées et être entrées dans les poumons. Les gens et les animaux auraient des problèmes pour respirer. Bon, oui, c'est un euphémisme. Les bâtiments commenceraient à s'effondrer sous le poids de cette substance dense. Il ne faudrait que quelques jours pour qu'une couche de cendres de 3 mètres recouvre un territoire d'environ 80 km autour du centre de l'éruption. Une fois que les cendres auraient atteint la stratosphère, les températures commenceraient à baisser partout dans le monde. Si l'éruption était riche en soufre, un écran solaire efficace, il ferait tellement froid qu'il n'y aurait pas d'été dans le monde entier pendant les années à venir. Les saisons des moussons changeraient. L'agriculture serait confrontée à de graves problèmes. Il y aurait des problèmes d'approvisionnement en nourriture. Au cours des 50 dernières années, la caldeira de Yellowstone s'est élevée de près d'1 mètre. Cela ne devrait pas t'alarmer pour autant. Les experts sont certains qu'il s'agit d'un comportement naturel pour Yellowstone. Les périodes d'élévation en forme de dôme sont suivies d'un abaissement de la caldeira. Les scientifiques pensent que le supervolcan ne présente aucun danger pour le moment. Pour qu'une éruption se produise, le magma à l'intérieur doit être fondu à au moins 50%. Dans le cas de Yellowstone, ce chiffre n'est que de 5 à 15%. La probabilité d'une éruption est donc d'1 sur 730 000. Ça devrait aller du coup. Mieux encore, une étude récente a amené les chercheurs à penser que ce point chaud pourrait être actuellement en déclin. Et ce, malgré toute l'activité de respiration et d'élévation de dôme. Pourtant, il y a eu des tas de discussions sur ce que les gens pouvaient faire pour empêcher cette super éruption désastreuse de se produire. L'idée la plus populaire, et apparemment la plus efficace, était de refroidir le supervolcan de Yellowstone. Malheureusement, il y a un hic. Le volcan ne laisse échapper que 70% de la chaleur qui provient de ses chambres remplies de magma. Mais le reste de la chaleur reste à l'intérieur. Dès qu'elle atteint un certain seuil, le volcan entre en éruption. S'il était possible d'extraire au moins 35% de la chaleur du volcan de Yellowstone, l'éruption pourrait être évitée. Plus le magma est froid, plus il devient épais et collant. Il cesse d'être aussi fluide et n'essaie plus de remonter à la surface. Après avoir considéré ces faits, les scientifiques de la NASA ont proposé un plan.
Ils ont suggéré de forer un puits d'environ 10 km de profondeur et d'y pomper de l'eau froide sous pression. La température de l'eau qui remonterait à la surface serait d'environ 350 degrés Celsius. De cette façon, la chaleur serait progressivement extraite du volcan. Et si une centrale géothermique était construite sur le site, elle produirait beaucoup d'énergie électrique. Elle serait très simple à produire et son prix serait très attractif, environ 10 centimes par kilowattheure. À première vue, c'était une idée formidable, mais quelques temps plus tard, elle a commencé à faire l'objet de nombreuses critiques. Imagine un forage dans la croûte terrestre de plus en plus profond, et puis, bam, tu tombes sur une poche hypothermique. Oh non, prépare-toi pour une catastrophe. Cela peut libérer des gaz susceptibles de provoquer une série d'explosions surpuissantes. Dans le pire des cas, cela peut même déclencher une éruption volcanique à grande échelle. Tu connais déjà ses conséquences catastrophiques, des fontaines de lave et des avalanches de roches en fusion, allant jusqu'à des changements climatiques dans le monde entier. Oui, ça fait pas tellement envie. Ou alors, mettons que tu sois en train de forer un puits pour amener de l'eau froide au volcan. Et là, tu touches accidentellement sa chambre magmatique. Dans ce cas, au lieu de refroidir le géant, tu vas rendre le sommet de la chambre magmatique beaucoup plus fragile qu'il ne l'était. Et l'ensemble de la construction risque de s'effondrer à tout moment. Et n'oublie pas que ton forage peut aussi libérer des gaz toxiques. Ils s'accumulent souvent au sommet du réservoir rempli de magma. Cela pourrait-il être pire ? Eh bien, oui. De plus, s'étendrait sur plus de 16 000 ans. Cette méthode est probablement trop risquée pour refroidir le volcan aussi vite que les gens le souhaiteraient. Et les scientifiques ne sont même pas sûrs à 100% qu'une fois la construction du système de refroidissement terminée, le volcan resterait froid pendant au moins 100 ans. Enfin, le projet visant à refroidir un peu plus le supervolcan de Yellowstone coûterait la somme astronomique de 3,5 milliards de dollars. Un prix colossal pour quelque chose qui pourrait ne pas fonctionner du tout. À propos, Yellowstone n'est pas le seul volcan dont le dôme de lave se soulève en ce moment. Les dômes de lave sont créés lorsque le magma atteint la surface et s'accumule autour de la cheminée. Les scientifiques en ont trouvé un à l'intérieur d'un volcan sous-marin au Japon. Ce dôme fait plus de 610 mètres de haut et plus de 10 km de large. Même si le supervolcan japonais semble endormi, les experts ne baissent pas leur garde. Un système volcanique peut passer d'un état calme et docile au bord de l'éruption en un clin d'œil. Un autre dôme massif se développe dans les Andes centrales, au sommet de la plus grande réserve de magma actif de la planète. Le plateau de l'Altiplano Puna, où le dôme a été découvert, est le deuxième plateau le plus élevé du monde. Et le dôme lui-même fait 1 km de haut. Tu pourrais te demander comment il se fait que les experts n'aient rien su de cette énorme élévation jusqu'à récemment. La réponse est simple, elle était cachée au sein du plateau même. C'est une région aride, parsemée de volcans, et elle s'étend sur des milliers de kilomètres. As-tu déjà entendu parler de l'étoile en diamant dont la valeur surpasse celle de toutes les richesses de la Terre, ou de ces étoiles scintillantes dont la surface est faite de fer solide ? Jetons un coup d'œil à ces étranges astres et essayons de percer leur mystère. Il y a une étoile dans la constellation du Centaure que l'on a surnommée Lucy in the Sky with Diamonds. Oui, c'est bien le titre d'une chanson des Beatles. On a découvert que cette étoile contenait un diamant massif en son cœur. Mais tu te demandes peut-être quelle est la taille réelle de ce diamant. Eh bien, on l'estime à environ 10 milliards de billions de carats. Un 1 suivi de 34 zéros. Pour mettre cela en perspective, le diamant Hope, l'un des plus gros diamants sur Terre, ne fait que 45,5 carats. Peux-tu imaginer la taille de la bague que tu pourrais fabriquer avec ce diamant stellaire ? Et il a à peu près la même masse que notre Soleil. Mais ne t'emballe pas trop vite à l'idée de posséder ce diamant. Même si tu étais Jeff Bezos, tu ne pourrais pas te l'offrir. Selon Ronald Winston, PDG de la société Harry Winston, la taille de ce diamant risquerait de faire chuter les cours du marché. Tu devras donc te contenter d'une bague de fiançailles beaucoup plus petite. Une chose intéressante à propos de Lucy in the Sky with Diamonds est qu'elle est incroyablement dense. Sa masse est celle du Soleil, mais à l'intérieur d'un diamètre équivalent à 1/3 de celui de la Terre.
comme si tu essayais de faire entrer un éléphant dans une boîte à chaussures. Et pourtant, malgré cette taille imposante, elle est relativement froide, avec une température centrale d'environ 6649 degrés Celsius seulement. En comparaison, la température centrale de notre Soleil est d'environ 15 millions de degrés. Depuis la découverte de Lucy in the Sky with Diamonds, on a trouvé plusieurs autres étoiles cristallisées, dont certaines ont un cœur de diamant de la taille de la Terre. Cela prouve bien que l'univers est plein de surprises, et qu'on ne sait jamais quel genre de trésor on découvrira dans la vaste étendue de l'espace. Nous avons trouvé d'autres curieuses étoiles. Il y a beaucoup de choses étranges et inexpliquées dans l'espace. Prenons l'exemple de Vega. Vega, qu'on appelle aussi Alpha Lyrae, est une étoile située dans la constellation de la Lyre. C'est l'une des étoiles les plus brillantes du ciel nocturne et elle est facilement visible à l'œil nu dans la plupart des régions du monde. Pour nous, habitants de l'hémisphère nord, Vega est une belle étoile lumineuse. Mais nous avons découvert l'un de ses secrets. Elle est en fait un peu écrasée. Sa vitesse de rotation fait qu'elle se renfle à l'équateur, comme si elle avait un peu de ventre. Elle tourne une fois toutes les 12,5 heures, ce qui est assez rapide pour une étoile. Et elle projette de la matière autour d'elle. C'est un peu comme si elle faisait du hula hoop. Cette matière étant assez éloignée de son centre, elle subit donc moins la gravité, ce qui la refroidit et l'assombrit. On appelle ça assombrissement par la gravité. Vega est donc le pire cauchemar d'un conseiller en fitness cosmique. Pour nous, qui l'observons, elle paraît toujours ronde, parce que nous la regardons depuis l'extrémité du pôle de la Terre. Si nous l'observions depuis un autre angle, nous aurions une vue très différente. Et nous nous demanderions si Vega ne se goinfre pas de beignets cosmiques quand nous lui tournons le dos. Mais même si nous nous moquons un peu de son tour de taille, il est indéniable que Vega reste l'une des étoiles les plus fascinantes de notre galaxie. Mais tu veux voir quelque chose de vraiment brillant? Que dirais-tu d'une supernova? Les supernovas sont de gigantesques explosions qui se produisent lorsque les étoiles atteignent la fin de leur vie. C'est comme le bouquet final d'un feu d'artifice, mais à l'échelle cosmique. Elle libère plus d'énergie en quelques secondes que notre Soleil n'en produira pendant toute sa vie. Et c'est exactement ce qui est arrivé à l'étoile que nous allons voir maintenant. Un objet céleste nommé IPFT I4HLS. Mais il y a un hic. Il ne s'agit pas d'une supernova ordinaire. Cette étoile a bien explosé en 2014 et a commencé à s'éteindre comme attendu. Mais elle a ensuite recommencé à briller. Tu parles d'une entrée en scène. Et comme si cela ne suffisait pas, elle a continué à s'éteindre, puis à s'illuminer au moins 5 fois au total. Un peu comme un yo-yo. C'est comme si elle n'arrivait pas à décider si elle voulait continuer à briller ou s'éteindre pour toujours. En outre, lorsque les scientifiques ont mesuré le spectre de cette supernova, ils ont constaté qu'elle évoluait 10 fois plus lentement que les autres étoiles. Peut-être qu'elle souhaite simplement profiter un peu de sa vieillesse. En somme, cet objet est un véritable mystère. Mais ce n'est pas la seule étoile souffrant du syndrome 2 en 1. À première vue, MY Camelopardalis semble assez ordinaire. Mais en y regardant de plus près, les astronomes ont découvert qu'il s'agissait en fait de 2 étoiles. Elles tournent l'une autour de l'autre à plus de 950 000 km/h. Il s'agit d'un système stellaire binaire à contact, ce qui signifie que les étoiles sont si proches l'une de l'autre qu'elles partagent une enveloppe commune. En d'autres termes, elles sont si proches qu'elles se bécotent, littéralement. Ces Roméo et Juliette célestes sont l'une des étoiles binaires les plus massives que l'on connaisse. Elles pèsent respectivement 32 et 38 masses solaires. Et nos astronomes pensent qu'elles pourraient être sur le point de fusionner. Ce qui signifie qu'un jour,
elles pourraient se combiner pour former une super étoile géante. Qui aurait cru que l'espace pouvait être si romantique? Voici maintenant un autre nom à rallonge. HD 140283, l'étoile Mathusalem. Ce petit bonhomme dans la constellation de la Balance existe depuis un bout de temps. Et par un bout de temps, je veux dire très très longtemps. En fait, les scientifiques pensaient qu'elle était plus vieille que l'univers lui-même. Imagine un peu si c'était vrai. Mais ils ont fini par découvrir qu'elle avait environ 14 milliards d'années, soit le même âge que notre univers. C'est quand même assez impressionnant. Elle est si vieille qu'elle se souvient de l'époque où la Voie lactée n'était qu'une petite galaxie. Malgré tout, elle a encore un peu de vie en elle. Elle commence tout juste à se transformer en géante rouge, ce qui est un peu comme lorsque tu atteins la trentaine. Elle vieillit donc assez bien. Mais si toutes ces choses restent plus ou moins compréhensibles, que dire de cette étoile que les astronomes ont surnommée WTF, ou qu'est-ce que c'est que ce truc? On l'appelle aujourd'hui l'étoile de Tabi. Elle a aussi un nom plus scientifique, mais il est un peu long. Ce qui est vraiment bizarre chez elle, c'est sa luminosité irrégulière. Pour une raison inconnue, elle ne brille pas comme une étoile normale. Elle clignote, comme quand on allume et éteint une lampe de poche. Et il ne s'agit pas d'une petite baisse de luminosité, mais d'une chute de 22%. Ce n'est donc pas parce qu'un objet viendrait la cacher de temps à autre. Les scientifiques ont toutes sortes de théories sur ce comportement étrange. Des comètes, de la poussière, une mégastructure extraterrestre. Oui, mais avant que ton imagination ne s'emballe, il est important de noter que l'explication la plus probable est celle de la poussière. L'étoile serait entourée d'une espèce de nuage de poussière qui nous empêcherait parfois de la voir nettement. Mais cette explication n'est pas encore confirmée à 100%. Et il reste encore beaucoup de mystères autour de l'étoile de Tabi. Une chose est sûre, elle est peut-être un peu bizarre, mais c'est ce qui la rend si fascinante. Et voilà, mon ami. Nous restons émerveillés par l'incroyable diversité et par l'étrangeté du cosmos. Il y a encore tant de choses à découvrir, alors continuons à explorer l'univers à la recherche de ces fabuleux trésors.